Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, le silence dans l'espace, je crois que je suis dans le thème. Donc, je viens ici pour vous parler de cette notion du silence. Parce que si on voulait tous expérimenter ce qu'est le silence absolu, on pourrait tous voyager dans l'espace. Malheureusement, on ne pourrait pas être dans un vaisseau spatial, donc on ne survivrait pas longtemps. Mais ce serait une des manières de l'expérimenter. Et pour commencer cette petite intervention, j'aimerais à main levée qui aurait vu le film Gravity. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui où il y a George Clooney. Interstellar? Ceux qui ne connaissent pas, c'est celui où il n'y a pas George Clooney. Ok, maintenant, première question. À votre avis, enfin, levez la main plutôt si vous pensez que Gravity est plus réaliste qu'Interstellar. Ok, donc levez la main si vous pensez qu'Interstellar est plus réaliste que Gravity. Normalement, toutes les mains devraient se lever. Bon, c'est difficile de comparer deux films populaires hollywoodiens aussi complexes sur toutes les notions, mais si on voulait le comparer sur la notion du son et du silence dans l'espace, ce serait Interstellar qui arriverait devant. Pourquoi ? Parce que dans Gravity, et même dans Star Wars, si vous voyez les scènes de guerre, on entend plein de bruits, piou, 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 des collisions, alors que dans Interstellar, si vous le re-regardez à la maison, vous verrez que les prises qui sont prises à l'extérieur du vaisseau, la plupart du temps, on y a un silence absolu. Il n'y a même pas de musique. Parce que c'est ce qu'on entendrait si on était à l'extérieur du vaisseau. Maintenant, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'entend rien dans l'espace ? Bon, on m'a présenté rapidement, mais je pense que c'est important que je le fasse, parce que si je viens ici me présenter et vous expliquer un effet scientifique, pourquoi est-ce que vous devriez me croire ? Qu'est-ce que sont finalement mes qualifications ? Je suis ingénieure en aérospatiale, je travaille en Suisse et je fais de la vulgarisation scientifique. Donc mon métier, c'est à travers YouTube, à travers les réseaux sociaux, à travers des événements, d'essayer de rendre la science et la science du spatial un peu plus attrayantes pour le grand public. Donc je ne suis pas spécialiste en son, j'ai un diplôme de physicienne, mais je pense qu'il y en a d'autres personnes ici qui pourront vous en parler un peu plus. Mais quand même, pour comprendre pourquoi on n'entend rien dans l'espace, il faut revenir à des notions de physique de base. Qu'est-ce que c'est le son ? Le son, c'est une onde acoustique, qui va se propager dans un milieu. Quand je parle d'un milieu, ça peut être l'air qui nous entoure aujourd'hui, ça peut être l'eau de la Seine, ou ça peut être l'espace, un métaux très dense. Ce milieu, il a vraiment une importance pour une onde acoustique, comparée à la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'environnement, elle n'a pas besoin d'une certaine densité pour se propager. Elle se propage partout. C'est pour ça que vous pouvez voir d'ailleurs des magnifiques photos de galaxies ou les étoiles depuis la Terre. En revanche, le son, une onde acoustique, c'est une onde mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je pense que c'est ce que vous avez peut-être, certains d'entre vous, déjà fait, la hola, que ce soit dans un stade de foot ou un anniversaire. La hola, c'est simplement des personnes qui restent au même endroit. Et vous vous levez petit à petit, vous levez les bras, vous redescendez. Il y a une onde qui se propage avec cet effet. Et pourtant, toutes les personnes restent au même endroit, ne bougent quasiment pas. Une onde acoustique, c'est quasiment pareil. C'est que les personnes, ce sont des atomes, et l'onde acoustique se déplace à travers elles avec une variation de pression très très minime. Ce que ça veut dire, c'est que s'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de hola. Et bien s'il n'y a pas d'atomes, il n'y a pas de propagation du son. Donc ici, dans l'air, vous avez une certaine densité, une certaine pression, un bar, si on parle de pression atmosphérique. Et quand je vous parle aujourd'hui, il y a une propagation de cette onde qui vient jusqu'à vos oreilles. Parce que je suis peut-être l'émetteur, mais vous avez aussi un récepteur bien particulier, qui sont nos oreilles, et qui sont appropriés pour entendre ce que je vous raconte. Dans l'eau, ça serait aussi pareil. D'ailleurs, la vitesse dans l'eau est plus rapide du son parce que la densité du milieu est plus élevée. Ici, le son, il se propage à 340 mètres par seconde environ. Ça veut dire que le son va parcourir plus ou moins 1 km toutes les 3 secondes. Alors que la lumière se propage à 300 000 mètres par seconde. C'est pas la même échelle. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être déjà expérimenté pendant un orage. Vous voyez un éclair, mais on entend le tonnerre après avoir vu l'éclair. Tout simplement parce que le son prend plus de temps à se propager que la lumière d'atteindre vos yeux. Donc maintenant, dans l'eau, je vous disais, ça va plus vite, 4 à 5 fois plus vite.
Dans les métaux, à travers des murs qui sont vraiment très denses, des solides, ça se propage encore plus vite. C'est la vibration des atomes qui va faire propager l'onde. Mais si on fait maintenant l'effet inverse, imaginez que devant vous, vous avez une boîte fermée hermétiquement. Dedans, il y a un certain nombre d'atomes, de molécules, on va dire à la pression atmosphérique. Si je rajoute une pompe qui va rajouter des atomes, des molécules dedans, la pression va augmenter. Donc, si vous avez bien écouté, le son va se propager plus vite. C'est bon, vous êtes encore là. En revanche, si je fais l'inverse, que je branche une pompe à vide, c'est une pompe qui va venir aspirer la matière qui est dans cette boîte. Donc il va y avoir de moins en moins. Mais on va atteindre une densité critique de matière où le son ne peut plus se propager. Et si on continue, on pourrait même avoir un vide total. Et dans l'espace, c'est pratiquement vide. Il y a quelques atomes par mètre cube. Et quelques atomes par mètre cube, ça ne suffit pas à faire propager le son. Donc si vous essayez de parler dans l'espace, on ne pourrait pas vous entendre. En tout cas, si vous avez une combinaison qui, elle, a une pression qui vous permet de respirer, oui, on pourrait vous entendre. Mais vous ne pourrez pas entendre ce qui entend dehors. Imaginez-vous, vous êtes sur la Station spatiale internationale, je pense que vous avez vu, c'est cet énorme vaisseau où il y a Thomas Pesquet qui va de temps en temps, et puis d'autres astronautes. Et vous allez en sortie extravéhiculaire, c'est quand vous mettez une combinaison comme celle-ci, et vous vous aventurez à l'extérieur. On est en train de réparer quelque chose. Si derrière moi, il y avait The Battle de Star Wars qui se passait, j'en aurais aucune idée. Sauf si je me retournais et que je regardais. Parce qu'il n'y a aucun son. Donc je ne pourrais pas l'entendre. Pareil, s'il y avait une météorite qui arriverait et qui fonçait contre la station spatiale, pareil, tant que je ne le vois pas, je ne peux pas le savoir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte si jamais pour votre prochain voyage dans l'espace, peut-être en tant que touriste, parce qu'il paraît que c'est la nouvelle opportunité, le nouveau défi de certaines personnes, avec un portefeuille un peu différent du mien, je pense aussi du vôtre. Mais si on va sur d'autres astres, parce que là je vous parle du spatial proche, donc la station spatiale c'est 400 km au-dessus de nous. Si on va sur la Lune, même problème. La Lune n'a pas d'atmosphère, donc vous ne vous entendrez pas parler. Si on va un peu plus loin sur Mars, notre plus proche voisine, une planète rocheuse, on pourrait vraiment marcher dessus. Là, on peut commencer à parler parce qu'il y a une atmosphère, mais une atmosphère moins dense que celle de la Terre. Donc le son se propagerait moins vite. Ouais, bon. Moins vite que sur Terre. C'est 240 mètres par seconde contre 340, si vous voyez la différence. Ça impacte aussi la manière dont on entendrait. Donc si imaginons qu'on a exactement les mêmes récepteurs qu'on a ici, qu'ils n'ont pas les récepteurs des Martiens qui auraient pu évoluer d'une autre manière, si je vous parlais avec la même puissance acoustique que je fais maintenant, eh ben, ce serait comme si je chuchotais. Vous m'entendrez comme ça sur Mars. Vous n'entendrez pas mieux. Donc c'est un peu problématique. Mais bon, on n'est pas fait pour vivre sur Mars, on est fait pour vivre sur la Terre, et puis je pense qu'on y est très bien, il faut bien la préserver. C'est pas forcément une planète B, la planète Mars. Pour finir cette petite intervention, il y avait un mystère quand même quand on m'a demandé de faire cette intervention. Je vous ai dit, moi je ne suis pas ingénieur particulièrement du son, mais j'avais entendu dire qu'il y avait des astronomes. Des astronomes, c'est des personnes qui regardent le ciel, qui s'amusaient à écouter la musique des pulsars. Les pulsars, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un peu le cadavre d'une étoile. Une étoile comme le Soleil, elle a une durée de vie. D'ailleurs, la nôtre, on sait très bien, dans 4,5 milliards d'années, si jamais vous n'étiez pas au courant, c'est fini, il n'y aura pas de plan B, l'étoile, elle ne sera plus là. Elle va gonfler et puis elle va s'effondrer sur elle-même. Pour certains types d'étoiles, quand elles s'effondrent, ça va créer une étoile à neutrons, qui est donc très très dense et qui tourne très très vite sur elle-même. Et ces étoiles à neutrons, elles ont la particularité d'émettre à leur pôle des jets de matière. Et en observant, on s'est rendu compte qu'elles ont une précision absolument incroyable, telle qu'on les utilise même pour calibrer notre notion du temps à bord de satellites. Si je vous dis, d'accord, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, émet de la matière, 1, 2, 3, 4, 5, émet de la matière, finalement c'est une fréquence. Ça représente, c'est pas du son, il n'y a pas du son qui vient de cette planète, mais c'est une fréquence. Et donc certains astronomes se sont amusés à transformer ces fréquences de certaines étoiles à neutrons en son pour pouvoir interpréter ces périodicités en musique qui nous viendraient directement du ciel. Donc malheureusement, c'est pas une réelle musique qu'on arrive à nous envoyer, mais il y a quand même quelque chose de philosophique derrière où je pense que même dans ce silence à travers l'espace,
On a envie d'y apporter quelque chose de sonore. On a envie finalement d'être en lien avec cette immensité que nous avons du mal à comprendre et à saisir. Donc je voulais terminer là-dessus et j'espère que vous retiendrez cette petite anecdote finale. Est-ce que vous avez des questions à poser à Chloé ? Moi, je peux leur poser des questions parce que je leur ai appris plein de choses. Hein. On peut voir s'ils ont écouté. Hein. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Oui, une question ? Oui, j'imagine qu'à travers le scaphandre, l'astronaute, lui, il entend son propre corps, n'est-ce pas ? Il faut peut-être en dire 2 mots de cela, c'est important. Oui, exactement. Ça peut être perturbant, justement. Exactement, merci, c'est gentil. Donc, peut-être même, ça m'a fait penser à 2 choses. Je commence par l'environnement. Donc, quand vous vivez dans l'espace, comme j'ai dit, si on allait dans l'espace, on n'irait pas comme on y est maintenant. On irait soit avec un vaisseau, soit avec une combinaison. Dans la Station spatiale internationale, c'est un endroit très, très bruyant. D'ailleurs, les astronautes, en fait, s'entraînent à vivre dans un endroit où le circuit de refroidissement, des machines qui tournent en permanence, c'est déjà que vous n'avez pas la même notion du jour-nuit parce que le soleil se lève 16 fois en une journée là-haut. Eh bien, il faut aussi apprendre à dormir et à vivre avec cet environnement sonore. Et effectivement, quand ils sortent de cette station spatiale et qu'ils s'habillent donc un scaphandre pour l'espace, si vous voulez, le scaphandre est pressurisé parce qu'on a besoin de pouvoir respirer, forcément. Et donc, ils ont un micro qui leur permet de parler à d'autres astronautes ou au centre de contrôle. Et ils ont uniquement le son de leur respiration, de leur corps. Mais pourtant, ils n'ont pas de retour de leur mouvement. Donc, c'est-à-dire, si vous allez taper avec un marteau, vous allez entendre finalement l'effet sur votre corps, mais vous n'allez pas entendre le geste que vous faites. Ce qui est aussi très perturbant. En tout cas, bon, je n'y suis pas allée encore, mais j'imagine que ça doit l'être. Merci Chloé. Est-ce que vous avez une dernière question ? Non ? Dans ces cas-là, on va accueillir... Merci beaucoup Chloé. Avec plaisir, bon appétit. Merci.